j'espère que vous allez bien. Cet épisode est assez spécial puisque c'est le premier épisode où j'accueille un invité. Cet invité, c'est Aurélien. C'est aussi un ami d'enfance avec qui je suis encore en contact. 25 ans d'amitié, ce n'est pas rien, il faut le souligner. J'en ai déjà parlé un petit peu dans les derniers épisodes. J'ai une grande passion pour le cinéma. J'en ai même fait des études, et c'est aussi le cas d'Aurélien. Nous avons cette passion pour l'art audiovisuel en commun, et c'est principalement ce de quoi nous allons parler dans cet épisode. Mais pas que. Je vous laisse découvrir la suite par vous-même, et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello! Eh ben ouais, merci. Déjà, merci pour cette invitation. Ça fait vraiment, vraiment plaisir d'être là. Moi, je m'appelle donc Aurélien, Aurel, petit diminutif de la chaîne Aurel Swag ou Zweig, ça dépend comment vous le prononcez. Et effectivement, comme tu l'as si bien dit en intro, on a cette passion commune du cinéma, qu'on a depuis, je pense, tout petit. Donc toi, par rapport à moi, parce que moi j'ai fait un BTS en audiovisuel, toi tu as fait une fac de ciné. Ouais. Est-ce que tu recommanderais la fac de ciné et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, la fac de ciné, ça m'a pas trop servi en vrai. Enfin, si, en vrai, ça m'a servi pour quelques trucs, c'est-à-dire vraiment apprendre comment analyser des images, du son et autres. Mais on va dire que sur l'aspect pratique, ça m'a pas tellement servi parce que, en fait, on nous donnait pas vraiment envie de créer quand on était à la fac. On faisait nos cours un peu en amphi, on faisait plein de trucs théoriques, mais ça donnait pas du tout envie de continuer là-dedans. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on était un petit groupe de 4-5 à la fac et on faisait nous nos projets à côté, qui avaient rien à voir avec la fac. Mais voilà, on faisait nos projets à côté, on était quasi chacun à débuter avec une chaîne YouTube. Ouais, on a débuté à peu près là, et en fait chacun faisait des petites vidéos, et des fois on se réunissait pour faire des courts-métrages, on s'appelait les Kangourous à l'époque. La chaîne existe encore. Aujourd'hui je pense que j'aurais un peu honte de regarder ça, parce que ça se voit, on était vraiment innocents quoi. Innocents avec tout ça, on se disait ouais on va faire plein de trucs et tout, enfin voilà, on avait de l'envie. Sur ça on était motivés, ça c'est vrai. Et surtout, on se prenait pas la tête, on faisait ça, c'était très rigolo parce qu'en plus, il y avait un peu les collectifs sur internet à ce moment-là. Studio Bagel, Hollywood et Golden. Donc ça, c'était cool. Donc on s'inspirait, ou en tout cas, ça nous inspirait beaucoup pour faire des courts-métrages, quoi. Et tu sais que je me souviens de la chaîne Kangourou, je crois que je suis encore abonnée. Aïe, aïe, aïe. Et c'était à l'époque où moi j'étais en fac d'anglais, je crois, et j'étais passionnée de ciné aussi, mais je m'étais pas projetée dans des études en audiovisuel. Et je sais que j'aimais beaucoup ce que vous faisiez, même si c'était très, vous étiez pas professionnel, quoi, c'était très amateur, mais ça donnait envie, tu vois. Moi, je me suis projetée en regardant votre contenu, et en plus, ça se voyait que c'était bonne entente parce que vous étiez tous ensemble, vous étiez tous potes, et je trouve que ça doit motiver encore plus, tu vois, de faire des projets comme ça quand t'es entre amis. Bah ouais, non, c'est vrai. Et puis surtout, comme je disais tout à l'heure, en fait, on se prenait vraiment pas la tête, puis c'était pas du tout le même. Si là, on devait le refaire aujourd'hui, forcément, on se professionnaliserait un peu plus. Ou en tout cas, on se poserait beaucoup plus de questions sur oui, peut-être d'être plus pro en tout cas. Mais c'est vrai que quand on est en fac, c'est un peu comme on est au lycée quand on fait nos premiers courts-métrages. Je me souviens, ouais, au lycée, on faisait des courts-métrages que là, je ne montrerai jamais parce que sinon, ça va être très 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 compliqué. Mais ouais, non, c'était vraiment, on avait ce. En fait, on se prenait vraiment, vraiment pas la tête. On voulait même faire des parodies de youtubeurs comme aujourd'hui, on voit aujourd'hui avec. C'est Théodore qui a sorti une vidéo il y a pas très longtemps sur une parodie des youtubeurs, et je me souviens, on avait déjà fait ça en 2015-2016. Donc, mais c'était nul. Enfin, c'était pas ouf quoi. Et j'ai noté également que tu as participé à des tournages avec Golden Moustache. Et je voulais savoir déjà comment tu as fait pour pouvoir y participer et qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience? Le Golden Moustache au lycée, c'était un peu. C'était the truc pour. Où vraiment on se tapait des barres devant, les Movie versus Life, les fantômes de merde et tout. Enfin, vraiment, c'était vraiment la bonne époque d'internet quoi. Et se dire en plus, on fait de la figuration avec des gens qu'on aime beaucoup. Et on est allé voilà, sur Paris faire ce premier tournage de Golden. Il y avait même McFly et Carlito à l'époque, qui étaient connus chez Golden, mais qui étaient pas aussi connus qu'aujourd'hui. Et c'était incroyable. Pareil, en fait, c'était une ambiance bonne enfant. C'est ça, nous, qu'on a trouvé ouf. C'est de se dire, en fait, là, ces mecs-là, ils font ce qu'ils aiment. Et en plus, ils sont pros. C'est-à-dire, ils doivent être payés pour faire ça. On se posait pas vraiment la question, mais on savait qu'ils étaient payés pour faire ça. Et ils kiffaient, quoi. Et nous, on se disait, mais c'est trop bien.
et on pouvait discuter vraiment avec eux sur plein de trucs, quoi. Vraiment, c'est même eux, je me souviens que c'était McFly ou Carlito, je sais plus, qui sont venus nous voir, nous figurants, et ils sont venus discuter avec nous. Il y avait même Le Pérave, qui lui n'était pas connu à l'époque. Malheureusement, c'est des sketchs qu'on ne verra plus. Parce que c'était la fin de Golden et je crois qu'ils avaient un partenariat avec le Canal et tout ça. Et plein de sketchs ne sont pas passés sur Canal pour X ou Y raison. Et c'est dommage. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on a fait. En plus qu'on nous voit bien, qu'on a filmé nos têtes. Mais qu'on ne verra jamais. Et justement, participer à ces tournages qui sont très professionnels, même si c'était pour YouTube à l'époque, est-ce que ça t'a pas motivé et donné envie de continuer dans tes projets et de te professionnaliser un peu plus là-dedans, dans la réal, dans les courts-métrages, etc. Ou est-ce que, à l'inverse, est-ce que ça t'a démotivé ou donné moins envie? Démotivé, non, parce que nous, au contraire, on voulait faire plein d'autres trucs autres que la fac. Donc non, au contraire, nous, ça nous a donné... à moi, en tout cas, ça m'a donné envie de continuer. Est-ce que je voulais continuer dans la figure? Non, mais c'était un monde que je connaissais pas du tout. Donc moi, c'était tout nouveau quand je voyais ça. Et moi, ça me plaisait beaucoup. Après, est-ce que je me suis dit, ah là là, j'ai envie de continuer là-dedans? Peut-être inconsciemment. Moi, je voulais juste finir mes études à la fac, finir ma 3e année et me barrer pour faire quelque chose. Je ne savais pas. Puis vu qu'on était en fait ensemble, le collectif, en fait, voilà, on se soutenait chacun. Et donc après, est-ce que faire les courts-métrages, tout ça, ça m'a motivé? Je sais pas. J'étais pas à fond dans ce que je faisais, en fait. Même quand j'étais devant la caméra, ça se voyait, j'étais pas trop à l'aise. Ou en tout cas, je me lâchais pas assez. Mais en fait, au fur et à mesure, dès la 3e année où voilà, on a commencé un peu à en avoir marre, c'est vrai que en fait, on en avait marre aussi. 2 personnes de la fac et tout ça qui, je sais qu'on se faisait beaucoup cracher dessus. Nous, les kangourous à l'époque, on ne sait pas pourquoi. Parce que je me souviens, ah ouais, ça je m'en souviens, qu'il y avait des gens qui jalousaient le fait voilà, qu'on fasse des projets avec Golden Moustache, de dire ouais mais là c'est bon, maintenant ils se la pètent avec leur projet Golden Moustache, tandis qu'on se disait mais là on faisait juste de la figuration, c'est tranquille tu vois. Et ouais, je me souviens qu'il y avait une espèce de concurrence entre nous et ce collectif là. Quand je me rends compte aujourd'hui, en fait c'est un peu une continuité de plein de choses. C'est quand tu fais des choses qui marchent, que t'es content, en fait si tu l'exprimes, on va dire ouais mais non mais tu mérites pas, ouais mais non mais regarde-le, il a été pistonné, enfin tu vois, c'est tous ces trucs là. C'est vrai qu'en général à la fac on n'a pas été poussé pour réussir, c'est plus on a été poussé pour réussir nos partiels ou autres, mais quand on faisait des projets et tout, j'ai pas le souvenir que vraiment les gens étaient contents de faire ça quoi. Et ça, moi je trouve ça un peu dommage, mais c'est même valable encore aujourd'hui. C'est valable encore aujourd'hui quand tu réussis un projet. Les gens, en fait, ils aiment pas. Ils aiment pas que tu sois fier de ce que tu fais. Tu vois, si tu dis par exemple, ah, j'ai fait. Je prends un exemple de YouTube. Ah, j'ai fait une vidéo, elle a super bien marché, elle a fait 10 000 vues. Bref, ouais, mais. On va te trouver une excuse. Ouais, t'as acheté des abonnés. Ouais, nanana. Ouais, mais t'as été putaclic. Enfin, tu vois, on va toujours trouver un truc pour te couper l'herbe sous le pied. Et moi, je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est très français, ça, en tout cas. Très français, et puis j'ai remarqué aussi que dans le cinéma, c'est assez répandu en vrai. On n'en parle pas assez parce que il y a très peu de gens qui travaillent dans ce milieu-là, mais moi j'ai fait des stages dans des entreprises de production, tu vois, de cinéma justement, et tu voyais vraiment, c'est très, comment dire, c'est très basé sur les chiffres, sur les vues, sur qui travaille avec un tel, pourquoi, machin et tout, et parce que tout le monde se connaît au final, et il y a beaucoup de rivalité, beaucoup de jalousie, et c'est vrai que c'est un truc qui peut au final dégoûter, et qui, moi, m'a un peu dégoûté en vrai des sociétés de production. Moi, ce que je me demandais, c'est, t'as fini de faire ces études, t'as eu ton diplôme, et ensuite, actuellement, t'as un métier, et je me demandais, est-ce que ce métier a un rapport avec le cinéma et en quoi consiste-t-il? Alors oui, il a un rapport parce que on fait du cinéma. En gros, je suis animateur. Je coach des jeunes entre 12 et 18 ans dans une école numérique qui s'appelle TUMO. C'est à Paris, au Forum des Images, à Châtelet. Et c'est une école qui est gratuite. Et en gros, donc, ces jeunes viennent pour se former sur du numérique. Donc on a du jeu vidéo, du cinéma, de la programmation, de l'animation, du dessin, de la 3D, du graphisme et de la musique. Et ça, c'est super cool parce que, en fait, vu que c'est gratuit et que, en fait, tout le monde, en tout cas autour de Paris et sa banlieue peut venir, donc en fait, on a plein de profils différents.
Et c'est super bien. Bah, je trouve qu'en fait, les jeunes de cet âge-là, en fait, ils sont grave dans l'envie d'apprendre. C'est pas du tout ce cliché qu'on a, ouais, les jeunes ne veulent rien faire. Ça, moi, j'y crois plus trop aujourd'hui. Quand j'entends des personnes dire ça, ça me rend un peu triste et un peu en colère sur ça, de dire, mais non, en fait, même nous, quand on était jeunes, c'est pas qu'on voulait rien faire. C'est juste que nous, on veut qu'on nous prenne au sérieux, qu'on nous écoute. Pour revenir sur Tumo, ouais, donc moi, mon but, c'est de les faire avancer pour qu'ils avancent en atelier. Et après, de ces ateliers-là, on fait des créations personnalisées. Et forcément, vu qu'il y a du cinéma et que j'aime le cinéma, bah, j'en fais quand même un peu. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut parler de nos passions, on peut parler de ce qu'on fait à côté. Et en fait, il y a du partage. C'est ça, moi, que j'aime beaucoup. C'est eux, ils me partagent des trucs, moi, je leur partage des trucs. Et ça, je trouve, c'est le plus important. Ouais, donc dans ce que tu dis, on a vraiment l'impression que ton métier, bah, c'est aussi une passion. Et moi, je me demandais comment elle était venue cette idée de faire une chaîne YouTube dédiée au cinéma. Parce qu'au final, YouTube, pour toi, est-ce que tu le vois aussi comme un métier ou c'est vraiment une passion? Métier, si j'en vivrais, ouais, et je pourrais dire que YouTube est un peu mon métier, mais là, non, tout ce que je fais, vu que je ne touche à rien derrière, ça reste une passion. Une passion qui me coûte beaucoup de nuits blanches et beaucoup de temps. Mais pourquoi j'ai voulu créer une chaîne sur le ciné? Je me suis dit pourquoi en fait je ne pourrais pas aussi parler cinéma comme plein de gens sur YouTube. À l'époque, je me souviens qu'il y avait Karim Debache, le Fossoyeur, et encore j'en oublie, hein, mais là c'est ceux qui me viennent en tête, qui parlaient de cinéma. Et en plus, on avait un peu les mêmes références. Pas mal, je me suis dit, mais en fait, moi aussi je pourrais parler de cinéma. Et en plus, ce qui était pas mal, c'est que bah, quand nous, les kangourous, on a commencé à faire un peu les chaînes personnalisées. En fait, on s'est un peu enfermé, c'est ça qui a été un peu le piège. Alexis, lui, s'est spécialisé en séries et il a parlé que de séries sur sa chaîne. Mais sauf que peut-être qu'il voulait parler d'autre chose. Moi, en fait, je voulais me former, je voulais tester plein de trucs. Je savais que ça allait pas être fou au début. En plus, j'avais pas de caméra, j'avais pas de micro et tout ça, donc j'empruntais aux autres. Après, j'ai eu ma première caméra, mais j'avais pas de micro, donc j'empruntais le micro à Alexis. Sauf que voilà, au moment où j'ai commencé à avoir vraiment mon matos, bah YouTube c'était un peu moins à la mode, ou en tout cas dans ce que je voulais faire sur YouTube ça a marché un peu moins. J'avais quoi? J'avais 200 abonnés, t'as 3 commentaires, t'es super content, tu vois. Ouais, non, je voulais vraiment parler de ciné à la cool, sans me prendre la tête dans de l'analyse ou autre, juste faire des tops, dire ouais, ce film-là j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais sans rentrer dedans. Et maintenant, aujourd'hui, je suis beaucoup plus quand même plus critique, forcément. De... Bah, quand je regarde un film, je vais essayer de beaucoup plus de comprendre. J'aime beaucoup en fait savoir comment un film a été créé. Les problèmes de production, ça me fascine les problèmes de production. À chaque fois, je trouve ça génial le fait de se dire ouais là ils ont pas eu la thune pour, donc ils ont essayé de faire d'une autre manière. À un moment donné l'acteur s'est barré, donc ils ont dû le remplacer. Enfin ça j'aime beaucoup. Mais voilà, juste dire bah là voilà je suis là, je parle de trucs et c'est sympa. Et pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Aurélien, sur sa chaîne, il a commencé par faire bah, des petites vidéos, comme il l'a dit. Petit à petit, en fait, tu as fini par faire des interviews avec des doubleurs. Et au final, aujourd'hui, ta chaîne, c'est principalement des interviews que tu proposes. Ouais. Et moi, je voulais savoir comment tu as réussi à créer tout ce carnet d'adresses, en fait, parce que tu as fait des interviews avec des voix, mais moi, ça me choque, tu vois, parce que quand j'entends ces voix-là, je trouve ça dingue, tu vois, que j'ai un ami qui côtoie ces personnes. C'est quelque chose qui m'intéresse, tu vois. Je suis curieuse de savoir, et je pense que tout le monde est curieux de savoir comment tu as fait. Franchement, il n'y a pas vraiment de secret, j'ai demandé. Premier comédien de j'ai eu, c'était la voix de. C'est David Kruger, donc qui est la voix de Chris Pratt. Chris Pratt, The Rock. Ceux qui regardent aussi Esprit criminel, pour les plus anciens d'entre vous, c'est Shane Armor, celui qu'on aime beaucoup. Et celui qui est dans Very Bad Trip, celui qui perd sa dent aussi, Stu. Voilà, donc qui est un immense comédien. Et le Major dans Halo, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Donc lui, ça a été le premier que j'ai eu. Depuis le Covid, le doublage, il a vraiment monté en flèche. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse au doublage. Vraiment. Et en 2019, c'est fou à penser, mais on aimait bien ça. Il y avait quelques petits trucs, mais sans plus, tu vois. La toute première donc vraie vidéo interview que j'ai faite, c'est pas David Kruger, j'avoue, je dis un peu n'importe quoi. C'était la petite voix de C'est pas sorcier, donc c'est pas vraiment du doublage, mais ça reste de la voix off. Et là, en fait, comment ça s'est fait? Bah, j'ai vu une personne sur YouTube, je sais plus du tout la chaîne, qui avait fait une interview avec elle. Et je me suis dit, mais en vrai pourquoi pas, tu vois, enfin, ça avait l'air d'être très simple.
Elle posait voilà des questions en plus très intéressantes et tout ça. C'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de vidéastes qui posent des questions beaucoup plus intéressantes que certains journalistes. Ou c'est leur métier, en plus, tu vois. Donc ouais, non, j'avais eu Philippe Valmont et après c'était un peu plus galère avec le confinement parce que ça a été plus compliqué, mais c'est là où il y en a eu plein qui se sont... Il y avait rien à faire au confinement, donc t'en as plein qui ont fait des interviews avec des voix à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, mais non, après j'ai eu un comédien des Simpsons, Gilbert Lévy, qui était super super cool et bah c'est la voix de Mo, c'est la voix de Willy, c'est la voix aussi dans South Park de McKay. Paolo Domingo par exemple, la voix d'Aladin. Ça c'était très cool, la voix d'Harry Potter, Kellyanne Blanc, Emmanuel Carsen. Donc ouais, tu vois, il y en a beaucoup quand même. Et dans les derniers, s'il faut remonter un peu, bah Emmanuel Curtil, qui est la voix de Jim Carrey, et Morgan Freeman, Benoît Alban, qui est la voix de Morgan Freeman. Ça a vraiment été dans les derniers. Et quel est l'invité qui t'a le plus impressionné parmi tous ceux que tu nous as cités? En vrai, il y en a un que j'ai eu il y a pas très longtemps, bah, qui est la voix française de Nicolas Cage, donc qui s'appelle Dominique Collignon-Morin. Où lui en fait bah il ne fait pas d'interview parce qu'il n'aime pas du tout ça et bah en battant un petit peu, en négociant tout ça et voilà j'ai réussi à l'avoir, j'ai réussi à avoir 40 minutes de son temps, mais vraiment ce qui est fou c'est Nicolas Cage, c'est Luke Skywalker dans la saga Star Wars, c'est Hades dans Hercule, il a doublé dans Nemo, c'est le poisson Jill, c'est ça, il fait Willem Dafoe dans quelques films. Et il en a fait tellement d'autres. C'est le père de Marty McFly dans Retour vers le futur. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment un immense comédien, mais qui n'aime pas ça. Donc ça m'avait impressionné. Et je pense que avoir Emmanuel Curtil chez toi, Jim Carrey chez toi, là, je pense que c'est vraiment là où je me suis dit, waouh, c'est fou quoi. Je me demandais du coup, parce que tu as reçu beaucoup, beaucoup de monde sur ta chaîne, et il n'y a pas un invité que toi t'aimerais recevoir en interview sur ta chaîne, mort ou vivant, tu vois, quelqu'un que t'idolâtres et que tu rêverais d'interviewer? Normalement, j'aurais dû l'avoir, mais il est mort 2 jours avant qu'on se voit. C'est Patrick Poivet, qui est la voix de Bruce Willis. On s'était contacté, je l'avais contacté sur Messenger, il m'avait rappelé un soir. Très bizarre d'ailleurs d'avoir Bruce Willis au téléphone. Et il est mort 2 jours avant l'interview. Donc ça, ouais, ça reste un énorme regret, on va dire. Et si je vais là en dire un vivant, parce que j'avoue, je dis que des morts, ça serait Emmanuel Garijo qui double Stitch notamment, qui double Bernie dans Corneille et Bernie, qui est Anakin dans Star Wars. Ça serait fou de l'avoir, mais lui ne fait pas du tout d'interview. Et est-ce que tu trouves qu'il y a des tensions au sein même du YouTube ciné, ou est-ce que, parce qu'on sait qu'il y a des tensions entre youtubeurs, certains youtubeurs, mais moi je me demandais, est-ce que ouais, il y a de la jalousie, il y a de l'envie des uns des autres? C'est quelque chose que tu as ressenti toi ou pas du tout? Aujourd'hui, oui, en tout cas, oui, oui, bah, au fur et à mesure, quand tu commences à voir et côtoyer un petit peu voilà, quelques personnes, tu sens que, effectivement, il y a de la concurrence. Je fais de mon mieux pour avoir des questions intéressantes et tout ça, mais je ne suis pas journaliste. Mais je sais qu'il y a plein de vidéos qui sont sorties après les miennes, qui ont invité des comédiens juste après que moi j'en ai invité, et qui ont repris les mêmes questions et que les miniatures ressemblent un petit peu. Donc ça, je trouve ça un peu paradoxal, tu vois. Mais voilà, après, comme je dis, moi j'ai rien inventé. Moi je fais mon truc dans mon coin. Et je cherche pas du tout à être dans la lumière comme un mal fait Carito, tout ça. Après, forcément, t'as envie juste qu'on reconnaisse ton travail, mais pas être en mode youtubeur fan, à faire des photos et tout, tu vois. Ça, non, c'est pas du tout mon truc. Avant le YouTube ciné, c'est ça qui était intéressant, c'est que bah, tout le monde se soutenait, et aujourd'hui, c'est même toi qui l'as remarqué, qui l'a même dit dans ta question, que t'as l'impression que c'est un peu une course à la vue de qui fera le premier contenu et tout ça. Et oui, bah pour en avoir côtoyé, en fait, t'as des gens qui malheureusement, en fait, bah ils ne vivent que de ça. Où c'est beaucoup du paraître. T'en parlais aussi tout à l'heure, du paraître, c'est en mode oui, je suis cool devant mes abonnés, mais en vrai, je suis une sacrée ordure pour être poli, tu vois. T'as des gens qui vont juger une autre personne par rapport à des chiffres en mode ah, t'as vu, lui, il a fait moins de vues sur sa vidéo, ouais, c'est une merde et tout ça. Enfin, tu vois, on en est là, et toi, tu le vois et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, tu comprends pas trop. Tu dis, mais attends, mais de base, on n'est pas censé se soutenir ou en tout cas dire, ah ouais, mec, j'ai vu ta vidéo, elle est cool, ou juste, j'aime pas ton contenu, bah je regarde pas. Mais maintenant, en fait, bah, vu que moi, après, j'ai toujours été un peu dans mon coin tranquille, j'ai pas d'emmerde avec les gens, quoi. Moi, je fais mes trucs tranquilles dans mon coin.
Et je demande rien à personne, je demande juste à moi ce qu'on me laisse tranquille et qu'on me mette pas dans toutes ces histoires. Mais voilà, d'après des histoires de jalousie et tout ça, bien sûr. Après, c'est pas tout dans tous les milieux. T'en parlais aussi tout à l'heure, toi même t'as dû le voir, je pense, bah, sur les réseaux, tout ça, et que, ouais, ce truc de jalousie, c'est partout. Ah ouais, bah, sur les réseaux, encore plus quand tu vois sur Insta, genre, c'est hallucinant, tu vois? Et puis quand tu vois les personnes en vrai, ça fait un peu les faux culs et tout et ça parle beaucoup derrière ton dos parce qu'au final, bah, j'ai l'impression que dans tous ces milieux-là, même s'ils sont tous différents, tout le monde se connaît un peu, tu vois? Tout le monde parle un peu sur les uns, sur les autres. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas et j'ai toujours aimé aller vers les gens. C'est toujours quelque chose que j'ai fait, tu vois? Mais une fois que je sais ces choses-là, ça me dégoûte et au final, tu vois, bah, maintenant j'ai moins envie d'aller vers les gens, j'ai plus envie, j'ai plus le temps, tu vois? Genre j'ai 28 ans, genre, j'ai la flemme de me prendre la tête pour des trucs nuls. Limite, je préfère être seule, tu vois, dans mon coin et tranquille, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et puis en plus, t'en parlais, je crois, dans tes podcasts, que bah, en fait, à un moment donné, les gens, en fait, t'as pas besoin d'être dans un groupe de 10, voilà, pour dire c'est bon, j'ai des amis. Ouais. T'as plein de gens, mais c'est surtout les mecs d'ailleurs, qui font ça. Parce que le YouTube ciné chez les meufs, c'est beaucoup plus tranquille, hein. Elles sont pas du tout dans cette compétition et tout ça. C'est des meufs en plus qui parlent beaucoup de cinéma d'horreur. Mais elles sont beaucoup plus tranquilles, hein. Je connais beaucoup plus de youtubeuses meufs qui sont tranquilles, qui ont leur truc dans leur coin. Et en plus, c'est des vidéos super pertinentes. Et c'est ça que je trouve fou, c'est que t'as plus de mecs forcément qui font des vidéos sur YouTube, mais la vie est moins pertinent. Donc ça, je comprends pas, peut-être parce que les meufs se prennent moins la tête sur YouTube. Je sais pas. Mais ouais, non, en tout cas, c'est de la guerre, quoi. C'est un truc de ouf, hein. Ouais, puis j'ai l'impression que moi, en fait, les gens, ils veulent, se renouveler, mais ils savent pas comment faire et du coup, ils cherchent à créer des liens avec d'autres pour, bah, gagner les abonnés Ah des bah autres et oui. cetera et en fait, ça crée du contenu qui est pas forcément quali. Ah bah bien sûr. Tu vois, les feeds de youtubeurs et tout, ça m'intéresse plus tant que ça, tu vois? À part certains concepts, genre, ceux de Squeezie, genre, je les trouve géniaux, tu vois? Mais il y en a d'autres où je suis là, bof, quoi et puis, c'est du contenu où il y a pas vraiment de fond, où c'est juste en mode, divertissant, mais sans être vraiment divertissant. Tu en retiens pas grand-chose et ouais, enfin, je trouve qu'il y a c'est un peu ça en ce moment. Mais moi, ce que j'avais vu aussi, c'est que bon, ça date, je crois, hein, de quelques années, mais c'est qu'à un moment donné, les youtubeurs ciné, ils ont voulu, créer, je sais c'était pas un podcast, c'était peut-être une émission, je sais pas et en gros, ils ont voulu se rassembler et puis, parler de, bah, de ciné, tout ça, de leur vision de YouTube et tout et au final, bah, il y a eu qu'une vidéo, bizarrement et après, il y a eu plein de tensions et puis, tu vois, des fois, les youtubeurs ciné, bah, comme les autres, tu vois, qui se répondent en vidéo, qui se clashent, machin et tout et bon, ben, Mais oui, je vois très bien cette vidéo, mais on va dire que là, c'est à partir de là où j'ai vraiment commencé à voir que des problèmes, enfin, qu'il y avait des problèmes sur YouTube. En plus, là, je faisais pas vraiment de vidéos, mais je le voyais en mode, oula, c'est bizarre. Et après, quand tu commences vraiment à côtoyer des personnes qui en plus étaient dans cette vidéo-là, j'ai rencontré des personnes en vrai de cette vidéo-là. T'en as qui sont trop cool, t'en as qui sont moins cool, mais juste t'en as, tu dis, ah ouais, en fait, t'en as, ils sont juste là, on sait pas trop. bah, moi, je pense que outre le fait, tu vois, qu'il y ait des gens qui fassent ce genre de contenu, qui critiquent les uns les autres ou des gens qui se mettent des bâtons dans les roues. Certes, bon, les personnes qui font ça, c'est pas bien, quoi, mais les gens, c'est des gens qui font du contenu, qui disent peut-être des choses intéressantes, des choses plus intelligentes que ce qu'ils font. Si ça leur apporte quelque chose, bah, au final, tu vois, ça me dérange pas tant que ça que les gens continuent d'en consommer. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire et du coup, bah, je le fais pas. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins de personnes. Mais les personnes que je suis, c'est les personnes que je sais qui ont de belles valeurs, qui partagent les mêmes valeurs que moi et leur contenu, il m'intéresse. Je vais pas suivre une personne juste parce que j'aime bien la personne, tu vois? Si son contenu, il m'intéresse pas tant que ça, bah, c'est bête, tu vois? Mais je vais pas continuer de la suivre. Je sais pas si toi, c'est pareil? Oui, non, moi en général, déjà, moi, il faut que le contenu me plaise et aussi voilà, que la personne me plaise. Parce que si le contenu il est intéressant, mais que la personne, bah, c'est pas une personne avec des valeurs, comme tu disais là il y a 30 secondes, bah, qui nous correspondent, ça ne sert à rien. Ils font ce qu'ils veulent, mais voilà, non, non, mais je suis d'accord. Moi en général, oui, je suis maintenant du contenu de personnes qui me plaisent. Mais sur YouTube aujourd'hui, il y a moins de contenu qui m'intéresse. Ça c'est vrai. Petite transition.
je souhaitais profiter de la présence d'Aurélien sur le podcast pour parler de ces séances de cinéma qui nous ont particulièrement marqués, lui et moi, et j'aimerais vous raconter pourquoi ces séances nous ont marqués plus que d'autres. Qu'on le veuille ou non, voir un film au cinéma nous transporte, de par les émotions qu'il nous transmet, et nous fait voyager par son histoire. Et on l'a vu ces dernières années, et encore plus ces derniers mois, certaines sorties de films au cinéma sont de réels événements. On ne le voit rien qu'avec les réactions des spectateurs, qui sont malheureusement parfois filmées et retransmises sur les réseaux, tels que TikTok. Ces réactions sont impressionnantes. Et c'est fou de constater qu'un film peut créer cette sensation chez les spectateurs. Attention, dans la suite de cette interview, on ne parle pas de nos films préférés. On parle des films qui nous ont marqués lorsqu'on les a vus au cinéma, pour diverses raisons. Il y aura aussi sûrement du spoiler. Ce sont des films qui sont déjà sortis depuis un petit moment, donc normalement ça ne devrait pas vous poser de problème, mais je tenais à vous le dire. Je vous laisse avec la suite. Et mes parents, c'est ça qui est cool, c'est qu'ils ont noté tous les films que j'ai vus quand on allait au cinéma en famille, ils les notaient. Ah, c'est génial ça. Et ça c'est trop cool. Et le premier film que j'ai vu, donc ça devait être en 98, c'était Kirikou et la sorcière. Et en plus c'est un film d'animation, et en plus c'est un très bon film, donc franchement c'est pas mal quand même. Il y a eu les premiers Shrek, L'âge de glace, tous ces trucs là, mais vraiment je pense le premier film live que vraiment je me souviens c'est le premier Harry Potter. Dans mes souvenirs là comme ça c'est le premier Harry Potter. Ah ouais, mais attends, parce que moi du coup, parce que j'ai voulu tu sais, repenser aux films que j'ai vus dans mon enfance, et le premier vraiment où la séance m'a choquée, et que j'ai toujours en tête, c'était Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Donc c'était en 2002. Donc j'avais 7 ans et ça m'a marqué parce que la salle était tellement remplie qu'il y avait plus de place pour s'asseoir sur les sièges et que les gens s'asseyaient dans les escaliers. Ah oui, oui. Et il y avait plein de familles, il y avait vraiment de tout, tu vois, c'était des familles, des personnes de tout âge confondu. Je me souviens pas que ça ait applaudi à la fin, mais ça riait tout le temps. Non, c'est vrai, c'est vrai que Mission. Bah, en vrai, on a quand même eu une bonne année, enfin une bonne décennie, je trouve, en cinéma quand on était petit, parce que bah, nous, on a pu découvrir les Harry Potter. On était trop jeunes pour Seigneur des Anneaux, donc ça, j'avoue, je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé découvrir Seigneur des Anneaux au cinéma. Mais Harry Potter, voilà, ça reste. Pour nous, c'est vraiment notre saga. Pour nos parents, c'était l'Indiana Jones et les Star Wars. Nous, c'est Harry Potter. Donc en vrai, c'est pas mal, quand même. Bah oui, c'est même très bien, mais tu vois, Harry Potter, j'aurais trop aimé le mettre. Ça m'a pas marqué tant que ça, en fait. Je me souviens pas de ma réaction, quoi. Alors que je sais que j'étais contente, tu vois, mais je me souviens plus exactement comment j'ai vécu à ce moment-là dans la salle. D'accord. Mais tu parlais aussi des gens qui étaient par terre et tout ça. Moi, ça me rappelle que ça avait fait ça à la séance d'Avatar, le premier en 2009. Les gens étaient par terre. Je me souviens que ça m'avait vraiment marqué. Eh ben, figure-toi que Avatar est dans ma liste. Ah, ok. Et je l'ai mis pour une bonne raison, c'est parce que c'était le premier film en 3D que j'ai vu. Et à l'époque, c'était une dinguerie. Et ouais, puis c'était une claque. Visuellement, il y a les effets spéciaux et tout. Enfin, c'était fou, quoi. Et la 3D, bon, maintenant, la 3D, pour moi, je préfère l'IMAX, tu vois. Pour moi, c'est plus quali que la 3D. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était génial, quoi. Ah bah oui, de fou. Après, on peut rester dans les salles un peu blindées, vraiment, où je me souviens, ça touchait plusieurs générations, c'était Avengers Endgame. Moi, ça m'avait fait ça. Et ben, il est dans ma liste. Et ben voilà, il est dans ma liste aussi, Avengers Endgame, il est même en deuxième position. Mais après, je me souviens, on en avait même parlé, parce qu'on avait même fait une vidéo, tu te souviens, du top et flop 2019. Ouais. On en avait parlé que oui, en fait, bah, Endgame, qu'on aime ou pas Marvel, Endgame, ça, c'est un peu le film qui... En tout cas, moi, ça m'a fait ça, qui a un peu conclu, tu vois, quand on a vu le premier Iron Man en 2008, on était ados. Et quand Avengers Endgame s'est fini, c'était vraiment la fin du MCU. Enfin, la fin du MCU, la fin de la phase 3 ou 4. Et bah, je veux dire, on avait grandi avec les personnages, on avait un peu notre parcours pro, mais là, je trouve que vraiment avec Endgame, c'est une fin de quelque chose, tu vois. Ça avait fait ça avec Harry Potter. Je me souviens quand même que, waouh, ouais, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Ah, c'était une claque, hein. Moi, bah, j'ai mis Endgame parce que du coup, à cette époque-là, j'avais des potes qui étaient très fans des Marvel, qui avaient lu les comics et tout, et qui avaient beaucoup de théories, tu vois, mais vraiment Ah, des fans, des gros fans. Et je suis allée voir le film avec eux et tout, donc c'était en IMAX, machin, genre, c'était trop beau. ouais. Et ce qui était ouf, c'est que chaque prédiction, parce qu'on en parlait, on avait des conversations, des théories, tout ça, et chaque chose dont on avait parlé, ça s'est vraiment produit. Ah ouais? Et c'était une dinguerie, genre on était hype, mais t'imagines même pas à quel point.
Et vraiment, genre, il y avait trop d'émotions. On a pleuré je sais pas combien de fois pendant le film. À la fin, j'avais vraiment jamais, pour le coup, vécu ça, tu vois, en regardant un film. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, bah ça avait fait ça aussi avec Infinity War. Je l'ai pas mis dans la liste, mais je vais faire une petite parenthèse. Où vraiment, quand le film s'est fini, vraiment, il y a eu un silence. Et les gens sont sortis en silence. Ça m'avait choqué. Ouais, et pourtant, enfin, c'est un Marvel, tu vois, et tu te fais, ah ouais, ok. Et pourtant, enfin, j'en ai vu des films déprimants, j'en ai un dans la liste, un film extrêmement déprimant, où vraiment, pareil, en fait, on est ressorti. C'est Le Fils de Saul, je sais pas si tu l'as vu. Non. C'est un film qui est très dur, c'est sur un gars qui travaille dans un camp de concentration et il retrouve son fils, donc qui est mort, qui est passé malheureusement par la chambre à gaz, et il essaye de l'enterrer. Ce film-là, en fait, il est filmé toujours du même point de vue, c'est-à-dire le personnage, tu le suis toujours de dos quasi. Donc en fait, vraiment, tu vois tout ce qui se passe aux alentours, t'as du flou, tout ça. Et bah, c'est le film le plus déprimant que j'ai vu avec Le Tombeau des Lucioles et La Liste de Schindler. Donc voilà, gros truc, mais c'est vrai que, ouais, comme tu disais, ouais, en fait, tu te regardes et tu dis, ok, qu'est-ce qu'on fait de la vie maintenant? Mais c'est ça qui est bien aussi au cinéma, tu vois, c'est que ça peut te faire réfléchir, ça peut te remettre en question, tu vois la vie différemment quand tu ressors du film. Et c'est ça qui est bien. Moi, il y a un film que tu connais bien et que j'ai mis dans ma liste, c'est Ready Player One. Alors, je sais ton avis sur ce film, mais moi, en fait, il m'a marqué parce que c'est la première fois que j'ai testé la 4DX. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est avec les sièges qui Ah oui. bougent, avec la buée, les jets d'eau. Et en plus, moi, Ready Player One, bah, je suis fan parce que bah, ça parle de pop culture et il y a plein de petites références. Puis même le scénario, moi, j'adore. La première fois, je l'avais vu en 4DX et ouais, genre, je regrette pas parce que c'était vraiment le film pour tester la 4DX. Après, la 4DX en soi, je recommande pas tant que ça, tu vois, parce que avoir un siège qui bouge tout le temps et tout, c'est un peu chiant hein, parfois, on va pas se le cacher. Mais ouais, c'était une séance qui m'avait marqué et j'avais trop kiffé. Attends, la 4DX, j'avais vu quelques films voilà, comme ça en 4DX, mais c'était cool, mais j'ai pas eu de séances qui m'ont marqué en 4DX. Par contre, bon, nous, tu sais, forcément, on a vu des films en pellicule à l'époque, mais on savait pas trop que c'était en pellicule, vu qu'aujourd'hui tout est en numérique. Et c'était il y a 2 3 ans, à la Cinémathèque, ils ont diffusé Titanic en pellicule, donc comme à l'époque. Et c'était la première fois là que je découvrais Titanic sur grand écran. Et bah clairement, j'ai découvert un nouveau film. J'ai pleuré à Titanic. Parce que d'habitude, le film, je le connais par cœur, je l'avais vu en DVD chez moi en cassette. Mais le fait de le voir en salle, là j'ai compris, tu vois, et j'ai fait, ok, bah là, c'est fini quoi, vas-y, je pleure et je m'en fous, tu vois, on était avec plein de potes, bah on a tous pleuré, hein, vraiment. Et le dernier film que j'ai mis, c'est pas un grand film, mais c'est The Greatest Showman avec Hugh Jackman et Zac Efron, qui est une comédie musicale qui est vraiment très cool. Et je l'ai mis là-dedans parce qu'en fait, le film, Hugh Jackman est venu en surprise présenter le film. Et ça, moi, ça m'avait marqué parce que le film, c'était pas du tout un film que je m'attendais à aimer. Et en sortant, je l'avais vu avec Alexis d'ailleurs, et en sortant, bah en fait, on s'est mis à écouter la BO pendant très longtemps. Moi, il y a un dernier film que j'ai mis, je pense que tu as mis aussi, parce qu'on en a déjà reparlé tous les 2 il y a pas longtemps. J'ai pas fait de top, mais la meilleure expérience, en termes de séance ciné, je pense que c'est, Spider-Man: No Way Home. De loin, en vrai, parce que, la réaction des gens en salle était folle. Moi, j'y croyais pas, tu vois, quand j'ai vu le film. Je voulais que ça se produise. Au moment où on voit le truc, j'étais là, mais je me suis dit: «Mais non, mais non, mais non» et en fait, ben si, c'est ça, tu vois? Et c'était fou, l'ambiance dans la salle, c'était énorme, tu vois? Tout le monde applaudissait. Je pense qu'on était tous nostalgiques et en voyant ce moment, tu vois? Parce que revoir les Spider-Man de notre enfance, je sais pas, jamais dans le monde du cinéma, c'est arrivé, tu vois? Ce genre de choses, enfin, que de par toutes ces pétitions, les scénaristes, ils se sont dit: «Vas-y, les gens, ils veulent les voir, vas-y, on les met dans le film». Enfin, je trouve ça dingue. Je pense que jamais on revivra ce genre de séance, enfin, je vois pas comment. Et après, bon, le point de vue sur le film, tout le monde peut avoir un point de vue différent. Je sais que le film est bien, mais voilà, il est pas, extraordinaire non plus. Mais ouais, enfin, juste, de par ce qu'ils ont fait du scénario, enfin, je trouve ça magique, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord, No Way Home, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est facile de retourner un peu sa veste sur ouais, le film il est pas bien. Oui, le film c'est pas un grand film, bien sûr, mais l'expérience elle était incroyable. Donc je suis d'accord avec toi que No Way Home j'aurais pu le mettre aussi. Ça, j'aurais vraiment pu le mettre parce que dans la salle j'y croyais pas. Je me dis, waouh, il y a Tobey Maguire avec Andrew Garfield, enfin, c'était fou quoi. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a parlé pendant pas mal de temps déjà. Ah bah tu sais, non, on pourrait parler pendant des heures, hein, c'est ça qui est fou.
Mais toujours un plaisir, hein. Bah, c'est ce que j'allais te dire. Je voulais te remercier d'être le premier invité sur le podcast. Merci à toi et très honoré d'être le premier invité. Mais franchement, bah déjà aussi bravo pour ce que tu fais sur ton podcast et tout. C'est trop top. Ah, merci. D'habitude, c'est toi le spécialiste des interviews, donc j'espère que ça t'a plu. Ah bah ouais, non, moi de ouf. C'était trop cool. J'espère aussi que ça a plu à nos auditeurs. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format qui est assez spécial. Et sinon, je voulais savoir si tu avais un mot à rajouter à la fin, avant qu'on se quitte. Allez en salle, allez voir des films. Là, en ce moment, il y a plein de films qui sont sortis. Il y a les Oscars qui sont passés il y a pas très très longtemps. Je sais pas quand sortira l'épisode, mais voilà, il y a plein de films qui vont être intéressants. Faut pas s'intéresser qu'aux grands films type Marvel. Il y a des petites pépites qui sont vraiment cool. Donc non, faut aller en salle. Faut regarder des films, que ce soit sur des plateformes de manière plus ou moins légale. Faut regarder des films. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour conclure tout ça. Très bien. Merci à toi. Merci Isa, à plus, salut.